plus tarder, Nadia et Elsa, je vous laisse la parole pour nous parler de ce projet d'évaluation d'impact sur la santé sur le projet Hébert. Bonjour à tous. Donc effectivement, nous allons vous présenter le retour d'expérience sur l'opération Hébert, qui est une opération qui est portée par Espace Ferroviaire. Rapidement, Espace Ferroviaire, c'est ménageur et développeur immobilier du groupe SNCF, et qui s'inscrit notamment dans une entité un peu plus large, une branche immobilière qui s'appelle SNCF Immobilier. Donc Espace Ferroviaire a un cœur de métier aménageur, et donc on vient porter un certain nombre d'opérations parisiennes à Paris, et notamment une opération Hébert qui est localisée dans le 18e arrondissement. Et je ne sais pas si vous m'entendez bien. Et qui s'inscrit donc dans le secteur Paris Nord-Est, donc Paris Nord-Est élargi, qui est un secteur en pleine mutation, en pleine transformation. Notre opération donc, est une opération de 5 hectares, donc, qui est localisée à ce niveau-là, à proximité donc, du secteur Rosa Park d'une part, du site Cap 18, qui est une zone d'activité, si je puis dire, une des dernières donc, à Paris, mais également donc, à proximité du parc Chapelle-Charbon, que l'on voit à ce niveau-là. Donc on a un projet qui vient s'inscrire en fait dans un secteur un peu hétérogène, dans un site faubourien, donc on le voit avec la présence d'une zone d'activité, la présence également d'équipements, la présence de logements, la proximité des voies ferrées. Donc c'est mieux. Donc on a un foncier ferroviaire qui constitue finalement une forme d'enclave, donc on a des enjeux de connexion et de porosité qui sont assez importants sur cette zone-là. Donc tout le travail en fait qui avait été réalisé à l'échelle du plan guide de l'opération était axé sur cette question de la porosité en fait à aménager, et la question en particulier du cadre de vie et de la manière dont on pouvait reboucler avec une place qui est la place Hébert à ce niveau-là, et la capacité en fait à venir développer, déployer des services. Donc on voit qu'effectivement on est sur ce secteur de 5 hectares. On prévoit en fait de développer 100 000 m² de surface de plancher, mais on est sur un quartier qui est mixte avec pas mal de logements, donc environ 800 logements, plus de la moitié en étant du logement social, et puis la volonté de développer des équipements avec une crèche, de l'enseignement, mais également de maintenir en fait des activités pour faire aussi sens avec les secteurs environnants. Donc il y a un travail déjà à l'échelle du plan guide qui avait été réalisé pour intégrer la question de la santé liée au contexte des fonciers ferroviaires, donc la transformation de ces fonciers-là. Donc à un moment, en 2018-2019, on a souhaité venir évaluer l'impact de l'opération sur les questions de santé. Mais on avait quand même un prisme très environnemental, j'ai envie de dire. Donc on a répondu notamment à l'AMI qui avait été lancée par l'ADEME en 2019 et ouvert en fait aux acteurs privés, notamment aux aménageurs privés, et profiter de cette ouverture pour venir évaluer l'opération. Donc on a été retenu en 2019, et c'est d'ailleurs un levier assez fort, ce qui nous a permis d'acculturer, je dirais, en interne à ces questions de santé, et de venir généraliser les évaluations d'impact santé dans les projets parisiens, également en lien avec le portage qui est réalisé par la ville de Paris. Je te laisse. Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Donc nous avons été missionnés pour réaliser une évaluation d'impact sur la santé du projet d'aménagement Hébert. Vous l'aurez compris en 2 slides, c'était un projet extrêmement complexe et très d'ampleur. Donc quand nous avons commencé le LIS, nous avons évidemment démarré par une étape de cadrage. Je ne vais pas rentrer dans les aspects méthodologiques, on n'a pas le temps, mais c'est une étape extrêmement essentielle pour cadrer les périmètres de l'analyse. Donc nous avons a priori un périmètre des composantes du projet qui vont faire objet de l'analyse d'impact. On va avoir un périmètre populationnel et un périmètre géographique. Là, on va se concentrer en fait sur certaines composantes du projet, puisque nous n'avons pas un temps infini.
Donc vous voyez à l'écran les deux composantes sur lesquelles nous avons fait un focus, donc l'aménagement des espaces communs qui se situe donc sur deux composantes, donc la traverse et le jardin du faisceau, et l'animation et la programmation des rez-de-chaussée. Donc à chaque composante, nous avions associé des enjeux. Ils sont listés ci-dessous, ils sont très connexes. À chaque fois, c'est un découpage artificiel, forcément, pour l'analyse. Mais donc, on les a résumés aux aspects physiques de ces aménagements, enfin de ces espaces communs. Donc, revêtement, plantation, mobilier. Aux usages partagés, aux animations de l'espace public. C'est quelque chose qu'on retrouve évidemment énormément sur la deuxième composante de l'animation et de la programmation des rez-de-chaussée. Le sentiment de sécurité et la visibilité. Et on reviendra juste après pourquoi on s'est beaucoup concentré sur ce déterminant de la qualité de vie, les activités physiques et les fonctions écosystémiques de ces aménagements. Et sur les rez-de-chaussée, alors on s'est concentré sur les services de proximité à la population, mais à la population spécifique du quartier, concernée directement et ou indirectement par le projet à venir. Donc c'est un exercice prospectif. On doit se projeter sur ces impacts potentiels, sur la mixité sociale et fonctionnelle, l'accessibilité des logements et des commerces. Alors par accessibilité, évidemment, il ne faut pas le réduire à l'accès physique. On est bien sûr une problématique d'accessibilité aussi sociale qui est déterminée, conditionnée par pas mal de critères, de facteurs, et l'animation de l'espace public. Donc on a fait ce focus sur les composantes. Pourquoi? Parce que se jouer un déterminant de santé transversale, un déterminant social, et l'idée c'était justement de travailler sur ce déterminant dans une visée de réduction des inégalités. Autrement dit, on s'est intéressé au cumul des vulnérabilités que subissent certains groupes de population. D'où notre intérêt pour certains groupes de population qui sont juste mentionnés en bas, et notamment les femmes et les jeunes filles de 16 à 26 ans, puisqu'on a repéré des besoins spécifiques en termes d'aménité de l'espace public. Donc voilà, rapidement le cadrage. Alors, encore un découpage très artificiel des résultats de l'analyse. Donc, on a on s'est beaucoup intéressé à la revue de littérature sur les enjeux de santé que j'ai mentionnés juste avant. Donc, l'activité physique, l'accessibilité à une alimentation saine aux espaces publics, à l'emploi, etc., etc. La qualité des espaces publics et la qualité des espaces verts, avec l'enjeu évidemment de nature en ville, tout en étant hyper vigilant aux potentiels antagonismes entre transition énergétique, écologique, donc nature en ville, et aménité adaptée aux besoins spécifiques des populations que j'ai mentionnées juste avant, donc les femmes et les jeunes filles, avec un sentiment de sécurité comme déterminant phare aussi au niveau de cette analyse, et l'équité, mixité de genre. Le cumul des vulnérabilités étant au centre de l'étude, puisqu'on remarque en fait que ces populations cumulent un certain nombre de vulnérabilités. Et voilà, je rappelle à cet endroit que les EIS ne viennent pas juste s'attacher aux impacts d'un projet sur la qualité de vie, mais il vient s'attacher aux impacts d'un projet sur les inégalités sociales et territoriales. Et c'est un vaste programme. Donc, pour faire, on travaille beaucoup la caractérisation de ce cumul de vulnérabilité. Sur les enjeux populationnels associés, donc on a travaillé à un profil de territoire avec les données existantes et on a essayé de créer de nouvelles données en faisant un diagnostic en marchant. On a fait pas mal d'entretiens avec les parties prenantes. Ça aussi, c'était complexe et riche. Des ateliers participatifs, alors généralement pour ne pas démultiplier les instances participatives sur un territoire, on va se greffer, on va s'articuler à des instances qui existent déjà, et en l'occurrence il y avait des ateliers du dialogue citoyen qui étaient organisés par Espace Ferroviaire. Si tu veux rajouter un mot sur ces ateliers.
Effectivement, sur le projet, il y avait déjà une dynamique assez forte en matière de concertation, qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui, sachant qu'il y a des premiers travaux d'aménagement qui ont été enclenchés, et dès les phases très amont. Donc l'idée, c'était de pouvoir articuler au maximum en fait le IS finalement, et puis la démarche plus globalement avec les instances et la comitologie en fait du projet urbain, de manière à ce qu'on ait une vision très transverse et très intégrée et très partenariale aussi, puisqu'effectivement il y a eu un travail de fond et de partage de données et de périmétrage en fait de l'EIS avec le service de la direction de la santé publique de la ville de Paris, qui a été très très riche. Voilà, donc il y a un enjeu fort à venir articuler avec la concertation et la démarche de concertation et les balades de terrain qui peuvent être mises en place à l'échelle de l'opération. Donc toute cette production de données, que ce soit quantitative et qualitative, puisque on part du principe que les données qualitatives ont autant de robustesse que les données quantitatives qui pourraient être recueillies par typiquement l'Observatoire régional de la santé, ont permis de nous donner à voir que la jeunesse en fait représentait un public invisible et un enjeu spécifique justement sur le secteur, et qu'il fallait justement être très très vigilant aux besoins de ce groupe de population, avec un enjeu autour du sentiment d'appartenance et de sécurité et d'insécurité. Ça a l'air un petit peu évident quand on parle des jeunes filles et des femmes, mais on a essayé de caractériser très finement en fait les stratégies de contournement et de détournement à l'œuvre sur le secteur, pour comprendre justement, quand je parlais de la composante traverse et jardin du faisceau, pour comprendre les logiques d'appropriation de l'espace et justement les valoriser ou avoir des points de vigilance sur certains points névralgiques, disons. On s'est aussi intéressé à la question de la solidarité au sein des groupes de population, quels étaient les liens de ces jeunes filles et femmes avec d'autres groupes de population. Et ensuite, on a aussi regardé la disponibilité et l'accessibilité des équipements sportifs et de loisirs, l'offre culturelle tout autour en fait du secteur, pour être dans une logique complémentaire, puisqu'il y avait pas mal de projets autour. Et donc l'idée, c'était effectivement de nous articuler et ne pas reproduire des choses qui auraient pu créer des logiques antagonistes. Et donc le levier, c'était justement l'identification des partenaires et des structures associatives. Il y avait un gros dynamisme associatif et des acteurs de terrain, et notamment la PAGE, l'Association de la jeunesse ambitieuse de Paris. Donc l'analyse d'impact, grosso modo, si je fais un focus sur ces composantes, ces enjeux de santé et ces populations, on a fait un focus, une priorisation avec Espace Ferroviaire, puisqu'à chaque fois ça se co-construit. On n'arrive pas avec nos résultats, c'est pas descendant, au contraire, mais co-construit. Sur le mobilier urbain, donc justement orienté sur la pratique d'activité physique, et le parcours sportif pour valoriser, optimiser ce sentiment de sécurité chez les jeunes filles. Et donc on en est venu à co-construire des recommandations avec l'ensemble des acteurs parties prenantes du projet. Effectivement, on a ensuite travaillé à la... Alors il y a eu une quarantaine d'impacts, je crois, qui avaient été retenus, et donc face à ces impacts-là, l'idée c'était de travailler sur des recommandations de manière partagée, donc en comité technique, en comité de pilotage. Il faut savoir que toutes ces étapes-là, l'identification des populations cibles, les déterminants de santé, tout ça, ça a été fait en comité de technique, puis en comité partagé, en comité de pilotage. Donc il y a eu une déclinaison de ces recommandations, on pourrait dire en 3 familles. Alors dans un premier temps, tout le travail qui était à faire sur l'espace public en tant que tel. Et donc là, c'est vraiment de l'aménagement opérationnel, j'ai envie de dire. Un deuxième volet, et là on est rentré beaucoup plus sur les questions de la programmation immobilière. Et donc là, c'est aussi la mise à disposition de notre ingénierie en tant qu'aménageur sur ces sujets-là. Et notamment tous les échanges qu'il peut y avoir une fois qu'on commence à aborder les questions de commercialisation. Et ensuite, il faut aussi se projeter sur le temps long, ce qui veut dire qu'il faut commencer à envisager la manière dont on va pouvoir aussi animer ces questions de santé sur un projet d'aménagement, donc à se développer sur environ 10 ans. Donc voilà un peu la manière dont on a abordé ces sujets-là. En termes de recommandations, donc on va retrouver
les recommandations qui sont en lien avec les services liés à la santé, notamment l'implantation des maisons de santé, par exemple, la mise en place de résidences pour personnes âgées, avec des salles collectives, en fait, partagées, à proximité notamment d'une crèche pour travailler sur la mixité générationnelle et puis, de manière générale, fonctionnelle. Également, l'aménagement d'espaces publics avec le parcours sportif le long de la promenade ferrée. Et ce qui implique également de penser ce parcours-là en forçant un peu les entrées-sorties des immeubles, je dirais, pour venir sécuriser finalement cet espace-là. Donc ça, c'est également un point qui est assez important. Et puis effectivement, ensuite, il y a toute la question de la manière dont on va partager l'espace public et puis le square central en particulier sur ces volets-là. Donc un gros volet sur la sécurité, sur l'accessibilité, sur l'animation et sur en particulier les rez-de-chaussée, puisqu'on prévoit également un tiers-lieu qui permettrait de prévoir des espaces dédiés en fonction des types de population et des besoins. Donc il y a un enjeu assez fort sur la transversalité évidemment des recommandations. Cette transversalité, donc, elle est liée à la diversité d'acteurs qui sont mobilisés, puisqu'on a des actions qui vont être des recommandations qui seront portées par l'aménageur, d'autres par la ville, d'autres par des opérateurs immobiliers. Donc on a eu ce besoin effectivement de venir mettre en place une méthodologie de suivi et d'enclencher en fait le suivi de ces recommandations au fur et à mesure de l'avancement de l'opération. Voilà, c'est un enjeu fort. Parce qu'en fait, en tant que les équipes sont aussi prises dans leur quotidien, j'ai envie de dire, donc on peut aussi, à un moment donné, avoir des recommandations qui sont, entre guillemets, laissées de côté, tout simplement parce qu'il y a une question de timing. Certaines recommandations seront mises en place peut-être dans 3 ans. En tout cas, on les amorcera dans 3 ans. Donc il y a un enjeu vraiment à avoir un acteur tiers pour pouvoir suivre l'ensemble de ces actions. Alors, on disait tout à l'heure qu'il y a un enjeu très fort à venir mobiliser les acteurs. Et, effectivement, on a eu la chance finalement de pouvoir travailler avec un réseau d'acteurs très actifs. Alors, autour de cette EIS, bien sûr, l'ARS, l'ADEME, qui nous ont accompagnés à challenger finalement aussi les différentes étapes en fait de cette démarche-là. Ça a été quelque chose d'assez riche. Le partage de données, donc on disait tout à l'heure aussi avec le service de la ville, mais également le ciblage des populations cibles avec la mairie du 18e en particulier. Donc ça, ce sont des échanges assez riches qui nous permettent vraiment de venir remonter de la donnée terrain. Donc c'est un point assez essentiel. La mobilisation des acteurs associatifs avec l'école normale sociale, qui a toujours été un relais de l'opération, qui a été très active et qui va continuer à être active pour nous accompagner puisqu'ils vont s'implanter directement ensuite sur l'opération. Et puis ce travail continue avec les échanges avec les fédérations professionnelles de santé pour faire l'interface aussi avec les opérateurs et identifier quels sont les besoins. Et bien sûr, on continue à travailler dans le cadre de l'opération en matière de concertation, de dialogue citoyen. On va poursuivre ce volet-là également en phase chantier. Bon, très bien, on va poursuivre à 2 voix. Mais l'un des enjeux, finalement, l'une des clés de réussite, effectivement, c'est de garder en ligne de mire les recommandations, les objectifs de ces différentes recommandations et les populations effectivement qui sont à cibler, et ceci tout au long de l'EIS, du suivi de l'EIS. Alors ce qu'il faut savoir sur l'opération également Hébert, c'est qu'on avait pensé un système de management de l'opération, de monitoring de l'opération, de monitoring de l'ensemble des thématiques de cette opération-là, purement environnementale, énergétique, mais également santé. Et je pense que ça a aussi été un plus, puisque ça nous a permis à un moment de faire le lien avec l'ensemble des études qui avaient été lancées, dont l'EIS, dont d'autres études typiquement comme les études d'îlots de chaleur urbain par exemple. Et ce système de management va constituer un peu le support de suivi de manière générale dans le temps de l'opération. Et évidemment, on va y intégrer le retour d'énergie demain sur cette question de l'EIS.
Alors, autre point qui est important, c'est de poursuivre la dimension partenariale, puisque ces recommandations, comme on le disait, sont très transverses. Donc, on a une forme de suivi matriciel qui est à mettre en place, et bien sûr de venir structurer la démarche et ce suivi-là par la bonne communicologie et la dimension des intervenants en fait, à mobiliser, à avoir toujours en tête. Voilà, donc globalement, comment ça va se traduire, comment se traduisent les éléments méthodologiques, en tout cas pour nous, c'est dans la mobilisation d'énergie demain. Dans un premier temps, de venir identifier via une forme de cadrage, en fait, la méthodologie de suivi, les grandes étapes du suivi, quelles recommandations suivre et à quel moment, en année 1, en année 2, en année 3. Je pense que ça, c'est le volet qui est assez important. Et puis de poursuivre également ce suivi à travers des entretiens qui seront à prévoir et une mise à jour en fait progressive. Donc il y a un dialogue assez fort à maintenir évidemment entre les équipes projet et puis Énergie Demain particulièrement pour ensuite faire remonter ces éléments. Alors, juste la méthodologie de l'étape de suivi des recommandations dans le cadre d'une EIS, pour l'instant, c'est un peu un champ en pleine... voilà, l'innovation est possible. Il n'y a pas vraiment de canevas, et tant mieux. Donc, on l'a beaucoup travaillé avec Espace Ferroviaire, cette méthodologie, puisqu'il a fallu s'adapter à la complexité du projet. On est sur des temporalités extrêmement longues. Donc, mettre en place la question, par exemple, sur les usages... voilà, il faut arriver au bon moment, pas trop tôt, mais en même temps, il ne faut pas se rater, puisque ça se met en place, ça se travaille, et en tout cas, ça s'appuie sur la conservation, la préservation de ces dynamiques partenariales. Donc, c'est important de commencer maintenant, mais je ne vous cache pas que voilà, ça va être un gros travail, puisqu'on a pas mal de lots, on a des recommandations qui s'implantent dans plusieurs composantes du projet. Enfin voilà, c'est complexe, et effectivement une insistance, une grosse vigilance sur la question des vulnérabilités, puisqu'effectivement, comme le dit Nadia, hein, le fil directeur, c'est vraiment de prendre en compte les besoins spécifiques des populations qui habitent autour de ce projet et qui vont y habiter, mais pour autant dans une approche universalisme proportionné, c'est-à-dire qu'on ne peut pas que s'attacher à ces besoins spécifiques, il faut avoir une vision très globale et puis mettre tout le monde d'accord, j'ai envie de dire. Donc ça s'annonce complexe, mais extrêmement stimulant, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de canevas. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait sens avec l'ensemble des autres recommandations. Enfin, ça rajoute une couche de complexité du coup, mais voilà, le fil directeur de tous et toutes sur ce projet, c'est vraiment la question des inégalités. Merci.